Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal: accroître l'investissement des revenus générés par l'exploitation minière au bénéfice des communautés proches des carrières. C'est l'objectif d'une enquête dont les résultats sont soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Le Togo a validé 20 indicateurs et entend améliorer 14 autres inscrits dans le plan national de développement sanitaire. Les acteurs intervenant dans la santé sont en réunion bilan de performance. Face à la soudaineté et à la force des catastrophes, la prévention des risques reste une priorité. Le gouvernement a sensibilisé les acteurs et la population en vue de réduire les dommages causés par ces phénomènes. Et puis sport football, bientôt une coupe de la fédération au Togo. L'information a été donnée hier par le président de la FTF en marge d'une réunion de travail consacrée au développement du football à la base. radiolomé.tg 41% des Togolais ont une perception des impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation minière au Togo. Il y a 2 ans, ils étaient 5%. C'est ce que révèle une enquête menée cette année. Ces résultats au titre de l'année en cours sont soumis à validation des acteurs du secteur minier togolais depuis ce matin à Lomé. Amara Moussa. Venus des communautés riveraines, des sites miniers du Togo et des organisations de la société civile impliquées dans la gouvernance minière, ces acteurs vont pendant 2 jours parcourir le document élaboré par un consultant, l'examiner, formuler des recommandations pour en faire un document stratégique. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement et de gouvernance minière PDGM. Marcel Damégar Soglé, directeur général des mines et de la géologie. La loi fait obligation à tous les exploitants miniers de contribuer de par leurs activités au développement local et régional. Alors, il est de bon ton, à un moment donné, de marquer un arrêt et d'essayer d'interroger la population pour voir comment est-ce que la population perçoit l'activité minière dans notre pays. Et c'est ce micro-trottoir-là qui a été fait par un consultant qui est donc compilé en un rapport. Ces observations seront transformées en défis à relever. L'exploitation minière, qu'elle soit industrielle ou artisanale, augure des impacts environnementaux et sociaux, source de conflits entre exploitants et communautés riveraines des sites miniers. Ce document, après validation, va aider à résoudre d'éventuels conflits. Balakindi Abalo, spécialiste des questions environnementales et sociales du PDGM. Il y a eu des recommandations qui sont sorties et à la suite de ces recommandations, nous allons élaborer un mécanisme de gestion des plaintes. Et ce mécanisme de gestion des plaintes va être mis en œuvre afin de réduire ces conflits-là qui surviennent souvent autour des sites. Parce que pour qu'il y ait un conflit, c'est que entre-temps quelqu'un boude quelque part et ne sait pas à qui s'adresser. Et donc s'il y a un mécanisme, il saura à qui s'adresser et par conséquent, on pourra gérer ces conflits-là. La connaissance et la perception des impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation minière vont encourager le réinvestissement au profit des communautés riveraines des carrières. Le Togo a validé 20 indicateurs sur les 34 inscrits dans le plan national de développement sanitaire PNDS. Les partenaires techniques et financiers et le ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique évaluent depuis ce matin à Lomé les performances du Togo en 2018 et au premier semestre de cette année. Yacoubou Wahabou, Hortense Djoua. Cette rencontre de 2 jours entend faire le point sur le progrès des objectifs du plan national de développement sanitaire PNDS 2017-2022. Il s'agit d'identifier les forces et les faiblesses et proposer des recommandations et solutions. Dogbe Kokou Sika, secrétaire permanent du PNDS. Nous avons un document qui est le plan national de développement sanitaire. Il est de bon temps que de temps en temps, on s'arrête pour faire le point des activités réalisées et voir si nous pouvons donc ajuster un peu nos stratégies. Nous avons au total 34 indicateurs traceurs de progrès. Et dans ces indicateurs traceurs de progrès, nous avons 20 qui sont en bonne forme. Mais nous avons aussi les 14. Il y a 3 qui sont stationnaires. Nous avons 11 aussi qui sont un peu en régression. Il suffit pour cette démarche-là de voir où c'est la régression. Les partenaires se réjouissent des efforts du Togo. Diallo Fatoumata Binta Tidiane, représentante de l'OMS au Togo. On peut se féliciter d'avoir vu déjà
que sur les 34, 20 ont évolué dans le bon sens. Les 20 parmi lesquels on peut citer donc réellement la réduction de la mortalité, on peut citer la couverture de personnes et l'accès donc aux médicaments. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Moustapha Midjiawa, tout en remerciant les différents acteurs, a interpellé les agents de la santé sur la nécessité de la redevabilité. Ministre Midjiawa. Le concept de compte rendu est quelque chose de fondamental. Et si nous arrivons à l'intégrer, ça va nous faciliter constamment le fait que nous allons alimenter les différents critères. La question de revue doit être une chose régulière. Au niveau du district, il faut que ça soit trimestriel. Au niveau des régions, il faut que ça soit semestriel. Et une fois par an, il faut qu'on se retrouve comme aujourd'hui. Cette rencontre d'évaluation est placée sous le thème « Soins de santé primaire et couverture sanitaire universelle ». Célébration en différé de la Journée internationale de la prévention des catastrophes hier à Lomé. Il s'agit de sensibiliser les acteurs et la population en vue de réduire les dommages causés par les catastrophes naturelles, inondations, tremblements de terre, ouragans, etc. Madame Zouriatou Kassa Traoré, ministre des Infrastructures et des Transports. Au Togo, les inondations et les vents violents qui ont sévi dans toutes les régions la semaine dernière ont affecté particulièrement les populations, surtout dans les régions des savanes, des plateaux et maritimes, ainsi que les infrastructures routières, scolaires et sanitaires. On pourrait parler aussi des habitations qui ont été menacées, entraînant la désolation des familles victimes de ces inondations. Et nous rendons hommage aux préfets, aux chefs traditionnels et aux élus locaux, aux députés, aux maires et leurs conseillers, et à tous les citoyens qui sont mobilisés pour venir en aide à ceux qui étaient plongés dans la détresse. Il ne fait plus guère de doute aujourd'hui que le réchauffement climatique, quand il ne provoque pas directement les catastrophes, contribue grandement à en augmenter les effets. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damahan, également président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, cette journée est l'occasion de rappeler dans le monde les risques de catastrophes et la nécessité de leur prise en compte dans la planification des activités de développement. C'est le lieu de saluer la clairvoyance du chef de l'État et de son gouvernement pour les mesures prises au plan politique, institutionnel, stratégique et opérationnel à l'effet d'accroître la résilience des populations togolaises. Il s'agit entre autres de l'élaboration et la mise en œuvre du plan national de développement, document cadre de toutes les actions de développement qui accordent une place de choix aux questions de réduction des risques de catastrophes à travers l'effet attendu numéro 12 de l'axe stratégique 3. De l'élaboration d'une stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, dont la mise en œuvre se traduit par l'exécution de plusieurs programmes et projets, de l'adoption et la mise en œuvre de la politique nationale de la protection civile, dont l'objectif global est d'assurer les meilleures conditions favorables à une croissance accélérée, durable et inclusive, à travers une préparation sûre du pays face aux catastrophes et aux menaces. Les populations, ou du moins les plus exposées aux risques de catastrophes, sont appelées aussi à changer de comportement. Il faut donc une réelle prise de conscience collective pour réduire les risques de vulnérabilité aux catastrophes, notamment par l'usage de bonnes pratiques de réduction des risques de catastrophes, la prise en compte de l'intérêt général, l'entretien des ouvrages d'assainissement par les riverains et l'occupation raisonnée de l'espace. Les acteurs et partenaires du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle font le bilan de leurs activités des 3 dernières années. Ils sont réunis depuis hier à Tchévier pour des réflexions sur les stratégies d'intervention des pratiques de terrain et méthodes en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle. L'objectif recherché est de contribuer à l'amélioration de ces pratiques pour en faire un véritable instrument de promotion du développement durable dans un contexte de gestion axé sur les résultats. Tchabinandi Kolani Yenchare, ministre en charge de l'alphabétisation. Depuis de nombreuses décennies, plusieurs programmes et projets sont initiés et mis en œuvre en vue de réduire le taux d'analphabétisme dans notre pays. Les efforts déployés ont donc permis de 2011 à ce jour de réduire le taux d'analphabétisme de 39,7% à 36,4%. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
Le ministère des Droits de l'Homme et des Relations avec les institutions de la République tient depuis hier à Lomé un atelier national de formation des cadres des ministères sur l'approche basée sur les droits de l'homme. Durant 3 jours, la formation des représentants des différents ministères et institutions axée donc en vue de l'application de cette approche dans les politiques, projets et programmes de développement. La rencontre vise aussi à répondre à l'axe 3 du Plan national de développement PND et aux objectifs de développement durable ODD. Achole Esodung, secrétaire général du ministre des Droits de l'Homme et des Relations avec les institutions de la République. Je me réjouis de la tenue de cette formation sur l'approche basée sur les droits de l'homme ABDH, appliquée aux politiques publiques avec un accent mis sur les secteurs de l'éducation et de la santé. L'ABDH concerne toute politique, quel que soit le secteur. Désormais, il convient de les appliquer, de faire en sorte que les principes directeurs, les déclarations et les dispositions des conventions soient mises en œuvre dans la pratique. Soutenir l'action syndicale en matière économique et sociale pour faire du travail décent une réalité au Togo, le comité d'analyse, de recherche et d'études syndicales s'y attelle. Il tient depuis ce matin à Lomé un forum national sur le sujet. Le comité et la société civile échangent sur les résultats de ces recherches sur les conditions de travail dans le secteur informel. Edmond Soba. Après les organisations syndicales hier, aujourd'hui, c'est au tour de la société civile qu'Ares Togo veut faire connaître à tous les acteurs impliqués dans la recherche du bien-être de la population les résultats de ces recherches. Avec la société civile, le comité fait le point du budget et le niveau de la protection sociale dans le secteur informel. Achille Nyanouche, rapporteur du CARES Togo. Nous avons eu à faire des études sur le travail décent et la sécurité alimentaire. Ensuite, nous avons eu à faire des études également sur la protection sociale sur 12 micro-entreprises. Nous avons 3 thématiques. Il y a toujours la protection sociale et son extension au secteur de l'économie informelle. Ensuite, nous avons pour thématique l'étude du budget et enfin les accords cadres mondiaux signés par les entreprises multinationales et les fédérations syndicales internationales. Donc voilà les 3 thématiques où nous avons eu à mener des recherches et ce sont ces recherches qui nous ont amenés à ce forum. Après la vulgarisation des résultats de son enquête, CARES Togo souhaite solliciter l'appui de l'État pour une couverture sociale complète des travailleurs du secteur informel. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 8e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 31 octobre 2019 à 15h au siège de l'Assemblée nationale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance des formateurs et des opérateurs de saisie que leur formation aura lieu à partir du lundi 4 novembre 2019 au lycée scientifique de Lomé. À cet effet, tous les candidats au poste de formateur peuvent d'ores et déjà consulter la liste des retenus à Togo 2000 et sur le site internet de la CENI www.ceni-tg.org. Par ailleurs, les candidats retenus sont invités à identifier leur salle à compter du 1er novembre 2019 au lycée scientifique de Lomé, si dans l'enceinte du lycée de Tokoin. Les absents à la formation sont considérés comme démissionnaires. Le président de la CENI remercie chacun et chacune pour leur compréhension. Magazine, le bruit, s'il est excessif, gêne la tranquillité des voisins. C'est pourquoi le gouvernement a pris des dispositions par rapport aux nuisances sonores, qu'elles soient liées à une activité professionnelle ou religieuse. Quelles sont à cet effet les sanctions prévues ou les démarches à suivre en cas d'une nuisance sonore? Des précisions dans ce magazine de Honoré Boulissatom, présentation Yao Kamake. Au Togo, tout bruit faisant l'objet d'une nuisance sonore est passible d'une sanction administrative ou même pénale. Ces sons forts qui, le plus souvent, gênent la tranquillité et agissent sur la santé des individus sont prévus et condamnés par la loi cadre sur l'environnement, le code de la santé et le code pénal. Alassane Moussa Nawanou, chargé d'études au service du culte. Par rapport aux sanctions, la loi cadre, en son article
l'article 153 parle des peines d'emprisonnement qui vont de 6 mois à 1 an et des amendes de 1 million à 10 millions de francs CFA. Également au niveau du code pénal, l'article 536 est aussi clair là-dessus. Il y a des amendes qui vont de 100 000 à 500 000 francs CFA. Et en cas de récidive, ces peines sont portées de 5 millions à 10 millions de francs CFA. L'on retient qu'il existe des sanctions prévues aux contrevenants. Cependant, quelles démarches doivent suivre les victimes d'une nuisance sonore? Retrouvons Alassane Moussa Nawanou. En matière de nuisance sonore engendrée par les lieux de culte, la population peut s'adresser directement à monsieur le ministre chargé de l'administration territoriale. Pour ceux qui sont à Lomé, ses environs, ceux de l'intérieur du pays peuvent s'adresser directement au préfet qui représente le chargé des cultes. Il gère ces plaintes en lien direct avec la direction des cultes qui est logée au niveau du cabinet à Lomé. Lorsque vous portez plainte, il nous faut des preuves avérées. Aujourd'hui, la question de nuisance sonore reste une question de santé publique. Nous devons ainsi, dans la jouissance de nos droits et libertés, respecter les dispositions du gouvernement relatives à la tranquillité publique. D'un magazine à un autre, la communauté internationale souhaite qu'à l'horizon 2030, le VIH-Sida ne soit plus une pandémie, mais une question de santé publique. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs stratégies sont mises en œuvre, notamment la sensibilisation. Comment les journalistes doivent traiter l'information pour accompagner la riposte contre le VIH-Sida? Alice Berthe Barandao dans magazine Santé Plus. Un mauvais traitement de l'information sur le sida peut alarmer ou susciter des inquiétudes, amenant les séropositifs à se terrer chez eux, évitant ainsi l'accès aux soins et la population à se réserver de connaître sa sérologie. Ces comportements sont dangereux et conduisent plutôt à la propagation du virus qu'à la prévention de la maladie. Comment faut-il donc collecter, traiter et diffuser les informations liées au VIH-Sida? Nyansa Atinedi, responsable communication et des relations publiques au secrétariat permanent du CNLS. Le journaliste se doit, quel que soit le domaine dans lequel il travaille, de chercher l'information, de la recouper et surtout de la diffuser par rapport à un objectif recherché. Et cet objectif ne doit pas s'écarter de la cohésion sociale, d'où la notion de la responsabilité sociale du journaliste. Cela étant, il y a certaines questions, telles que les questions des populations clés, qui sont parfois à polémique vu nos considérations morales et religieuses. Oui, avant de vous laisser continuer, qu'appelle-t-on population clé? Les populations clés, c'est les types de populations au sein desquelles le taux de prévalence à VIH est un peu plus élevé. Que ce soit au Togo ou ailleurs, on voit les professionnels du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les clients des professionnels du sexe. Il y a aussi les usagers de drogue par injection. Donc, lorsqu'on veut traiter des informations là-dessus, il faut avoir un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est d'informer par rapport à quoi? Mais l'on ne nous demande pas d'être des moralisateurs ou de donner des jugements religieux. L'on nous demande de regarder que quand on parle de population clé, c'est que c'est un vecteur d'infection à VIH. Donc, par rapport aux problèmes de santé publique, comment faire pour que, par rapport aux orientations du pays qui veut offrir les soins de santé à tous les types de populations sur son territoire et dont la constitution togolaise d'ailleurs parle avec aisance que tous les Togolais ont le droit à la santé, comment traiter l'information pour que cette sensibilisation puisse atteindre à des cibles qui prennent conscience de cette réalité qui facilite maintenant l'accès aux services de santé à ces populations clés-là. Et l'accès à l'information. Maintenant, il revient aux médias de mener aussi par leur sensibilisation la lutte contre la stigmatisation et la discrimination puisqu'elles sont punies par la loi togolaise, notamment en ce qui concerne la loi en matière du VIH dans notre pays. Alors, Nyansa Atinedi, que demande-t-on au juste aux journalistes? Ce qu'on leur demande, 1, c'est donner l'information. 2, donner l'information juste. 3, donner l'information qui ne conduit pas à la polémique. Et 4, donner l'information qui puisse contribuer à résoudre un problème. Chers confrères journalistes, informons-nous bien pour donner des informations justes sur le sida afin d'aider à la réduction de la pandémie au Togo.
Football à la base, une rencontre s'est tenue hier mardi au siège de la Fédération togolaise de football entre les responsables des centres de formation, les entraîneurs des personnes ressources du sport roi togolais. Il s'agissait pour les initiateurs de cette rencontre de trouver les voies et moyens pour asseoir la bonne pratique du football à la base. Henri Ochocho. Le président de la FTF, le colonel Guy Akovi, a saisi l'occasion pour féliciter les uns et les autres pour le travail abattu en vue d'assurer la relève de demain. Dans la foulée, vous l'avez dit, il a projeté l'organisation d'une coupe de la fédération à l'intention exclusivement des U17 des centres, écoles et académies de football du pays. Il faut rappeler que la réunion a rassemblé autour du président et de ses collaborateurs des personnes ressources du football national, le représentant des associations des entraîneurs de football, le directeur des sports scolaires et universitaires et des responsables des associations des centres et académies de football du Togo. 4 points saillants étaient à l'ordre du jour. Il s'agit de la situation actuelle des académies et centres de formation, le niveau de participation des 10 académies au développement du football togolais, la nouvelle approche de collaboration entre ces structures et la FTF, ainsi que les informations sur les réformes opérées par la CAF sur les programmes de formation d'entraîneurs. Le président de la FTF a profité de cette occasion pour faire un don de matériel sportif aux associations des centres de formation. Éliminatoire CAN 21, le Togo rencontre les Comores le 14 novembre et le 15, l'Égypte croise les crampons avec le Kenya. Et pour affronter le Kenya et les Comores, dans le cadre de ces éliminatoires, le sélectionneur national des Pharaons, Hossan Badri, a dévoilé une liste de joueurs qui prendront part à ces rendez-vous. Sur cette liste, l'on note le retour de la star de Liverpool, Mohamed Salah, qui n'était pas avec les Pharaons lors des récentes journées FIFA. Par ailleurs, Mahmoud Wahed Dal Ali, Marwan Hamdi de Wadi Degla, Mohamed Farouk de Pyramide et Ahmed Saïd alias Zizo du Zamalek sont convoqués pour la première fois en sélection. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous disons merci pour votre fidélité d'écoute. Bonne suite de programme sur la station du plaisir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg